Nous arrivons maintenant à l'étude des chaînes de collision. C'est l'exemple de l'Himalaya. Cette chaîne de montagne ici représentée par cette ligne noire est une chaîne qui se situe dans une zone de convergence entre la péninsule indienne au sud, qui est une plaque continentale, et la plaque eurasiatique au nord, qui est aussi une plaque continentale. C'est ce qui fait de l'Himalaya une chaîne intracontinentale ou chaîne de collision. Dans la présente étude, nous allons aborder d'abord les caractéristiques topographiques, c'est-à-dire nous allons décrire l'altitude des chaînes de collision. Ensuite, nous allons décrire les caractéristiques pétrographiques à partir d'une coupe réalisée à ce niveau-là. Et enfin, nous allons décrire les caractéristiques structurales, c'est-à-dire tectoniques. Et dans ce paragraphe, nous allons décrire les déformations qui caractérisent une chaîne de collision. Toutes ces études vont nous permettre de déduire les phénomènes géologiques importants qui ont conduit à la formation d'une chaîne de collision. Et enfin, nous allons décrire les étapes de formation de l'Himalaya comme chaîne de collision. Topographiquement, la chaîne de l'Himalaya est considérée comme la chaîne la plus haute dans le monde puisqu'elle comporte le mont le plus élevé, c'est-à-dire l'Everest, qui culmine à une altitude qui dépasse 8850 mètres. Donc les chaînes de collision sont les plus hautes en altitude, suivies des chaînes de subduction, et bien sûr les chaînes d'obduction sont les chaînes les plus basses en altitude. L'analyse d'une coupe au niveau de l'Himalaya, passant de A vers B, c'est-à-dire traversant l'Himalaya, nous permet d'extraire les caractéristiques pétrographiques de la chaîne. En effet, nous avons vers la partie sud l'Inde, au niveau de l'Inde, nous avons un ensemble de roches très variées. Les unes sont sédimentaires telles que le conglomérat. Nous avons des roches métamorphiques telles que le schiste et le gneiss et des roches magmatiques telles que les granites. C'est une lithosphère continentale de composition granitique. Vers le nord, nous constatons une autre lithosphère où il y a des roches plutoniques sous forme de granitoïdes. Il s'agit d'une lithosphère continentale au niveau du Tibet appartenant à la plaque eurasiatique. Donc, au niveau de l'Himalaya, nous avons un affrontement, une convergence entre deux lithosphères qui sont toutes les deux continentales. Ceci nous pousse à déduire que l'Himalaya est une chaîne de collision. D'autre part, nous constatons entre les deux plaques continentales en convergence, nous avons une suture ophiolitique représentée ici en noir. Cette suture ophiolitique, je rappelle que l'ophiolite, ce sont des lambeaux de lithosphère océanique ancienne. Ici, l'ophiolite se présente sous forme de suture, témoignant de la fermeture d'un ancien domaine océanique. C'est-à-dire que les deux lithosphères, l'Inde au sud et l'Eurasie au nord, étaient séparées par un océan, par un domaine océanique, mais au cours de la collision, ce domaine océanique a disparu, laissant place à des ophiolites sous forme de suture ophiolitique. La présence de l'ophiolite sous forme de suture ophiolitique nous a amené à déduire une collision, mais on va la considérer sous un autre angle, c'est-à-dire rien que la présence de l'ophiolite affleurant sur le continent va nous permettre de dire que cette collision a été précédée par une obduction. Si on reconsidère la présence des plutons au niveau du Tibet, au nord, les plutons sont des massifs de roches magmatiques qui ont pu se refroidir en profondeur. Ces plutons sont des granitoïdes, c'est-à-dire des roches magmatiques de composition granitique. En général, il s'agit de granit, de granodiorite et de diorite. Ces plutons, comme on a pu le voir dans les chaînes de subduction, vont nous renseigner sur la présence d'un phénomène de subduction. Donc si on récapitule, la chaîne de l'Himalaya est une chaîne de collision. Donc le phénomène géologique qui a permis la formation de la chaîne, c'est le phénomène de collision, mais cette collision a été précédée
par deux autres phénomènes qu'il va falloir classer par la suite, l'obduction, dont témoigne l'affleurement de l'ophiolite, et la subduction, justifiée par la présence des granitoïdes au niveau du tibet. L'analyse structurale de cette coupe va nous permettre de décrire l'ensemble des déformations tectoniques observables au niveau de cette coupe. En effet, nous avons d'abord la présence de plis, ce sont ces déformations représentées ici en petites ondulations. Bien sûr, il faut considérer que le fait que l'Himalaya soit très grande et qu'elle soit représentée par 4 cm, ce ne sont pas des déformations qui seront facilement perceptibles. Donc ces petites ondulations, ça représente les plis au niveau de l'Himalaya. Nous constatons également un autre type de déformation, mais cette fois-ci discontinue, c'est-à-dire les failles. Nous en observons 3 au niveau du Tibet, vers le nord. Et les flèches représentent les mouvements relatifs des compartiments cassés par ces failles inverses. Et également, nous avons un autre exemple vers le sud, près du point A, c'est-à-dire 3 autres failles inverses. Au milieu de la coupe, nous apercevons également un autre type de déformation. Elle se présente ici sous forme d'écailles, c'est-à-dire ce sont de petites failles de faible profondeur et de faible pendage qui se répètent les unes sur les autres, déterminant ce qu'on appelle des chevauchements. Donc, troisième type de déformation, les chevauchements. Il existe un autre type de déformation très fréquent dans les chaînes de collision, les nappes de charriage. Elles sont représentées ici en jaune clair. Ce sont des masses de roches qui se chevauchent les unes les autres avec une différence d'âge, de pétrographie ou de structure. Donc ce sont des terrains qui se superposent les uns des autres avec des contacts anormaux qui se traduisent par des points triples, c'est-à-dire des discordances. Les nappes de charriage sont très fréquentes dans les chaînes de collision et ce n'est pas le cas des autres chaînes de montagne. C'est-à-dire toutes les chaînes de montagne sont connues par leur déformation, plis, failles inverses, chevauchement et nappes de charriage, mais les nappes de charriage sont plus fréquentes, plus nombreuses dans les chaînes de collision. Si on peut déduire quelque chose de ces déformations, on va pouvoir dire que ces déformations témoignent de forces compressives convergentes qui ont conduit à l'affrontement des deux lithosphères, à savoir l'Inde et le Tibet, et cet affrontement des deux lithosphères a engendré l'ensemble de ces déformations observées au niveau de cette chaîne de montagnes. Actuellement, nous observons que l'Himalaya est le résultat de la collision entre la péninsule indienne et l'Eurasie. Et si on se réfère à la carte à côté à gauche, nous observons que l'Inde n'était pas en collision avec l'Eurasie, mais avant 71 millions d'années, l'Inde était séparée de l'Eurasie par une ancienne mer appelée la Thétis. Après 33 millions d'années, c'est-à-dire il y a 38 millions d'années passées, l'océan Thétis s'est raccourci. On voit ici que l'Inde se rapproche de l'Eurasie et c'est l'océan Indien qui est en expansion. Alors entre parenthèses, ici nous apercevons la dérive de l'Inde du sud de l'équateur vers le nord de l'équateur en direction de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Inde est en dérive continentale du sud-ouest vers le nord-nord-est. Après 13 millions d'années, c'est-à-dire il y a 10 millions d'années, l'Inde est entrée en collision avec l'Eurasie. On observe également le raccourcissement de la surface de l'Inde. Cette collision a duré 10 millions d'années et elle persiste jusqu'à présent. Cette collision a causé le raccourcissement de la surface indienne avec la création du relief himalayen. Les études précédentes réalisées sur l'Himalaya ainsi que l'analyse des documents suivants vont nous permettre de détailler les événements enchaînés qui ont conduit à la formation de l'Himalaya. En effet, il y a plus de 130 millions d'années, il y avait entre l'Inde et l'Eurasie
la néothétis, c'est-à-dire une mer en extension, en expansion. Nous observons au niveau de cette coupe la dorsale de la néothétis encore active, c'est-à-dire que le plancher océanique, la lithosphère océanique de la néothétis est encore en renouvellement, c'est-à-dire que le régime était encore un régime distensif. Après 10 millions d'années, c'est-à-dire entre 130 et 120 millions d'années, nous observons le rapprochement de l'Inde vers l'Eurasie, une dérive continentale de l'Inde vers l'Eurasie, avec un raccourcissement de la mer Thétis. D'autre part, nous observons la dorsale dont l'activité s'est éteinte, c'est-à-dire une dorsale qui est devenue inactive, et d'autre part, nous observons aussi une subduction intra-océanique où la lithosphère océanique téticienne liée à l'Inde est subduite sous la lithosphère océanique téticienne liée à l'Eurasie. Cette subduction intra-océanique va engendrer un arc volcanique, c'est-à-dire un arc insulaire avec son prisme d'accrétion. Si on veut comparer les deux situations il y a 130 millions d'années et après 10 millions d'années, nous allons euh, montrer la transformation du régime distensif en régime compressif, c'est-à-dire il n'y a plus de distension au niveau de la tétis, mais ce sont des contraintes compressives qui vont donner d'abord une faille inverse sur le plancher téticien, plus la subduction qui va suivre, c'est la subduction intra-océanique. Après 10 à 30 millions d'années, nous constatons une Inde qui se rapproche davantage de l'Eurasie, c'est-à-dire que la mer téticienne est encore en raccourcissement et on observe des phénomènes géologiques importants à ce niveau-là, puisque l'Inde est subduite sous la lithosphère océanique, c'est-à-dire il y a une subduction continentale avec un phénomène d'obduction. Alors je rappelle que la lithosphère téticienne, étant donné que c'est une lithosphère océanique, chevauchant l'Inde, il s'agit d'un phénomène d'obduction. Bien entendu, l'arc insulaire va chevaucher l'Inde avec son prisme d'accrétion. Donc, je rappelle, ici nous avons une subduction continentale suivie d'un phénomène d'obduction. D'autre part, vers le nord, les phénomènes de compression, c'est-à-dire les contraintes compressives, vont engendrer une faille inverse entre l'Eurasie continentale et le plancher téticien, ce qui va se terminer par une subduction où la lithosphère téticienne océanique va être subduite sous la lithosphère continentale de l'Eurasie. Les Plutons que nous avions observés sur la coupe tout à l'heure mentionnent ou montrent cette subduction, c'est-à-dire témoignent de cette subduction. Après 55 millions d'années environ, c'est-à-dire il y a environ 35 millions d'années, l'Inde se rapproche davantage de l'Eurasie et la mer téticienne entre les deux continents disparaît par collision de ces deux continents. Cette collision va se traduire par une suture ophiolitique, c'est-à-dire il y aura des lambeaux d'ophiolite qui vont rester emprisonnés entre les deux continents en collision, témoignant de cette collision et témoignant de la fermeture du domaine océanique téticien. D'autre part, sous l'effet des contraintes tectoniques compressives, l'Inde va subir des déformations, de différentes déformations, les plis, les failles, les nappes de charriage très nombreuses et les chevauchements. Toutes ces déformations vont contribuer à un raccourcissement crustal, surtout au niveau de l'Inde, et un épaississement de cette lithosphère continentale. Les raccourcissements et les épaississements vont engendrer les reliefs, c'est-à-dire soulèvement de blocs rocheux pour constituer les sommets et enfoncement d'autres blocs rocheux pour constituer la racine crustale, les racines crustales.